Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, le magazine de la santé sur Radio J. Bonjour docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. À moins d'avoir passé 3 ans sur une île déserte ou de ne pas avoir ouvert un livre ou la télévision pendant la longue parenthèse du Covid dans sa forme aiguë, vous ne pouvez pas ne pas connaître notre invité, le professeur Antoine Flahault. Bonjour professeur. Bonjour. Vous avez été dans les médias une des voix marquantes et rassurantes de cette période historique, médecin épidémiologiste, fondateur en 2014 de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de Genève et vous êtes actuellement directeur de l'école suisse de santé publique de Zurich. Vous nous proposez un ouvrage qui aborde de façon originale la prévention, thème avec lequel les Français ont apparemment du mal, la prophylaxie, et dont le titre précise parfaitement le contenu et la démarche « Prévenez-moi une meilleure santé ». À tout âge, chez Robert Laffont. Je vous laisse en compagnie du docteur Serge Rafale pour l'entretien, le grand entretien. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Flahault, bonjour. Bonjour. Je suis très honoré et heureux de vous recevoir aujourd'hui dans nos studios après vous avoir écouté quasi religieusement pendant ces 3 longues années du Covid. Mais j'ai aussi pris beaucoup de plaisir et d'intérêt à vous lire, car vous nous proposez un ouvrage à la fois ludique et très documenté qui évoque d'une façon originale la prévention, le parent pauvre, dit-on, de la médecine française. Nous y suivons une vingtaine de personnages fictifs à tous les âges de la vie, et vous ponctuez chaque étape, chaque chapitre par des commentaires qui trient le vrai du faux, explique les difficultés de mise en œuvre d'une prévention efficace et suggère des conseils, des aménagements ou des recommandations, toujours étayés par la rigueur scientifique qui caractérise le professeur de santé publique que vous êtes, mais confronté à la réalité du terrain. Et nous comprendrons, grâce à vous, les raisons pour lesquelles la prévention n'est pas appliquée comme elle le devrait et les moyens à mettre en place pour qu'elle concerne le plus grand nombre. C'est ça votre démarche ? Oui, parce que le gros problème de la prévention, c'est souvent, c'est pas tellement attractif, je dirais presque pour personne. Alors pour les politiques, certainement, les fruits de la prévention sont souvent très tardifs ou considérés comme très tardifs et donc pas très engageants pour les politiques, mais même pour le public, c'est un peu fais pas ci, fais pas ça, mets ta ceinture, mets ton préservatif, ne bois pas, ne fume pas. C'est considéré comme quelque chose d'un petit peu ennuyeux, culpabilisant et donc probablement assez mal présenté par notre communauté, je dirais, des enseignants, des professeurs, des chercheurs dans le domaine de la santé publique. Oui, nous avons, nous, Français, beaucoup de mal avec la prévention. C'est un terme rébarbatif et connoté punitif, plutôt contre-productif, et essentiellement à chaque fois avec l'atteinte des libertés. Alors, on le fait, mais bon, on l'a vu, on en dira peut-être un petit mot tout à l'heure pendant le Covid, où on a eu besoin de mesures vraiment très, très particulières pour imposer certaines mesures. Oui, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles ou extrêmement rares où on a la nécessité d'imposer des mesures. On en connaît et finalement on en accepte tous les jours. Je pense par exemple à l'alcool au volant. Tout le monde partage le fait qu'on n'a pas envie que les gens qui conduisent sur les routes soient complètement ivres parce qu'ils peuvent faucher des vies. On comprend aussi par exemple l'interdiction du tabac. Ça a été un peu plus long à mettre en place, mais on comprend que on interdit le tabac parce qu'on n'a pas envie finalement d'être enfumé par les autres si nous-mêmes on n'est pas fumeurs et prendre des risques des autres. On comprend qu'il y ait des garde-corps au balcon ou dans les escaliers. On n'a pas envie de tomber, même si c'est notre liberté qui est entravée. Mais il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on comprend moins. Dès la ceinture de sécurité, les gens ont dit mais dans le fond c'est mon problème. Si j'ai un accident, c'est quand même pas, je fais pas courir de risque aux autres ou un certain nombre de choses. On n'a pas envie qu'on nous dicte notre vie et je pense qu'on peut s'inspirer d'autres expériences. Je pense des expériences, par exemple, ceux qui s'occupent des toxicomanes, les addictologues, ont des stratégies qui s'appellent de réduction de risque. C'est-à-dire qu'ils sont assez pragmatiques, ils veulent juste baisser les risques. Quand ils proposent des seringues propres, stériles,
pour que les toxicomanes échangent leurs seringues plutôt que de dire non, c'est l'abstinence, il ne faut pas prendre de drogue, c'est très dangereux les drogues, c'est pas parce qu'ils ne pensent pas que les drogues sont très dangereuses. Oui, les drogues sont très dangereuses, ils le disent, ils le répètent, mais ils sont pragmatiques et ils disent quitte à échanger des seringues, au moins ne vous échangez pas vos seringues entre vous, prenez des seringues qui sont complètement stériles. Je dirais que la prévention que j'ai envie de promouvoir ici, c'est une prévention de réduction des risques. Peut-être que vous pouvez pas complètement vous arrêter de boire, peut-être que vous ne pouvez pas vous arrêter complètement de fumer et que vous allez préférer vapoter, mais c'est plutôt des stratégies qui réduisent grandement les risques que d'embrasser ce type de stratégies qui vous permettent de profiter quand même des plaisirs de la vie. Vous prenez une prévention plutôt soft, vous venez de le dire, et on le sait, la prohibition n'a pas fonctionné. Bah oui, on a bien vu pour l'alcool, la prohibition n'a pas fonctionné. On le voit aujourd'hui, je parlais des drogues tout à l'heure, mais c'est un échec monumental, la guerre contre les drogues. Il y a quelques pays comme le Portugal ou l'Oregon aux États-Unis qui ont décidé de totalement libéraliser la vente de toutes les drogues dites illicites. Et vous dites que les 3 années d'expérience, le retour d'expérience, c'est pas très très positif. Oui, alors il n'est pas très positif, mais 3 années, c'est pas assez quand vous êtes entouré de pays qui ont des stratégies complètement de guerre contre toutes les drogues. Donc vous avez évidemment un effet d'attractivité de cette place, vous avez des effets de bord, on va dire. Il va falloir laisser un peu plus de temps. Le Portugal, plutôt aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, la moitié des prisonniers dans le monde sont dus aux drogues. Et au commerce, au trafic des drogues, etc., au deal. Le Portugal voit plutôt aujourd'hui une embellie vis-à-vis de cela. Donc le fait de ne pas criminaliser toutes les drogues, mais d'investir dans la prévention, il y a d'autres risques dans la vie bien plus dangereux finalement que beaucoup de drogues et qui ne sont pas prohibés. Simplement, on est prévenu de leur danger. On est prévenu du danger, par exemple, des objets radioactifs. Les médecins utilisent des sondes radioactives dans leur pratique courante. Il ne faudrait pas qu'ils les disséminent, qu'ils les jettent à la poubelle, etc. On leur dit comment il faut faire. On a des protections très importantes, mais on n'a pas de prohibition vis-à-vis de ces traitements, fort heureusement, car on sauve des malades grâce à cela. Vous donnez un exemple parce qu'on explique effectivement il faut une prévention plus soft, une prévention gratifiante. J'ai beaucoup aimé l'exemple que vous donnez de l'escalier avec des notes de piano. Plutôt que des panneaux qui disent prenez l'escalator avec soit l'escalator, soit l'escalier qui est avec des touches de piano. Et en fait, les gens le font parce que c'est amusant. Oui, alors c'est à Stockholm, en Suède, que c'est arrivé. C'était une expérience. On a fait un concours. Ils ont organisé un concours à Stockholm en disant on voudrait avoir une prévention fun, plus sympa, ludique, comme vous disiez. Et donc, vous savez, on peut imaginer mettre au pied d'un escalier, marcher, prenez l'escalier, c'est bon pour votre santé, vous allez vivre plus vieux, ou je ne sais quoi. Ou vous culpabilisez, ne prenez pas l'escalator. Alors je sais, par exemple, dans notre université, on a mis des panneaux, c'est un peu bizarre, montrant réservé aux handicapés, quelque part, pour prendre l'ascenseur. Et donc vous vous dites, non, je ne suis pas handicapé. On est encore dans le dissuasif. Là. Mais oui, c'est le culpabilisant, le dissuasif, et un peu le discriminant. Alors, les Suédois ont proposé d'habiller les marches de l'escalier qui sont à côté de l'escalator, comme vous le dites, de touches de piano, mais de vraies touches de piano qui font la musique. Ouais. Et donc, ils ont mis des caméras où ils ont regardé les flux de voyageurs. Avant d'avoir habillé, c'était plus de 90%. Tout le monde était sur l'escalator. Et à partir du moment où on a habillé l'escalier de marche de piano qui faisait de la vraie musique, on a vu des gens grimper, redescendre, remonter avec leurs enfants, parfois avec leurs chiens. Enfin, tout le monde trouvait ça plutôt sympa et c'était ludique, c'était amusant. Je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions beaucoup plus plaisantes pour emprunter ces chemins de bonne santé. Vous dites la réduction des risques plutôt que la suppression qui marche mal. Oui, j'ai un autre exemple, c'est l'alcool. Vous savez, on peut dire qu'il ne faut pas boire d'alcool. En fait, c'est l'usage problématique d'alcool qui est gênant. Il ne faut pas boire trop d'alcool, il ne faut pas avoir de mésusage avec l'alcool. Mais les Italiens commencent à proposer, selon leur propre marque, des boissons, des spiritueux sans alcool. Et vous pouvez aujourd'hui vous faire un Aperol Spritz complètement sans alcool, avec du mousseux sans alcool, qui n'est pas très bon tout seul, mais avec de l'Aperol
sans alcool, finalement, c'est pas mauvais, on voit pas beaucoup la différence. Vous avez probablement goûté, maintenant les marques rivalisent pour faire des bières sans alcool qui sont tout à fait acceptables. Alors les vins sans alcool, ça commence à faire des progrès, c'est pas très bon pour le moment, pour les Français qui aiment bien le vin, mais je sais que les vins de Bordeaux commencent à faire de très bons. Il y a un grand cru de Bordeaux qui fait une bouteille, certes très chère encore, 45 € la bouteille, c'est très cher. Mais sans alcool. Mais sans alcool. Donc vous pouvez aujourd'hui commencer à avoir, encore une fois, c'est pas de dire il faut prohiber l'alcool. On peut très bien boire un bon petit vin de temps en temps, c'est tout à fait normal. Mais si on peut agrémenter des pots le soir au travail, etc., complètement sans alcool, avec finalement une façon un peu festive de le faire, c'est quand même plus sympathique. Vous expliquez, là, dans votre livre, vous dites trop de mesures tuent les mesures en réalité. Et il y a 4 grands leviers qu'il faut activer prioritairement. Oui, alors ça dépend un petit peu de chacun, mais c'est vrai que si on est bardé de culpabilité à chaque fois qu'on fait une chose dans sa vie, parce qu'on est un peu transgressif vis-à-vis des mesures favorables à la santé, à la fin, c'est contre-productif. Les gens finissent par tout envoyer balader et reprennent leurs habitudes. Donc oui, les 4 grandes mesures, on va dire, c'est l'alcool, on en a parlé, c'est le tabac. Le tabac est quand même nocif pour la santé, mais on peut prendre aujourd'hui des substituts du tabac sans combustion, car c'est pas le tabac qui est dangereux. On s'est rendu compte que ce n'est pas la nicotine du tabac qui est dangereuse. On va en parler tout à l'heure Voilà, avec les snus. Oui, exactement. Donc c'est vraiment la combustion du tabac, c'est les goudrons qui sont produits par le tabac. Et puis après, on va avoir l'alimentation. Les Français mangent plutôt bien quand ils mangent 3 repas par jour. Ils ne peuvent pas facilement devenir obèses en 3 repas par jour et rien entre les repas, mais cette habitude commence à se perdre. Et la montée de l'alimentation ultra transformée, Et qui est voilà. 30-40% de la population. Voilà, l'alimentation ultra transformée qui est moins chère, qui est moins coûteuse. Il faut donc que les pouvoirs publics fassent attention à rendre accessible l'alimentation, parce que manger 5 fruits et légumes, c'est un très bon slogan, mais ça coûte plus cher que de manger des chips et des nuggets. Donc ça, il faut faire attention avec ça, surtout pour les catégories défavorisées. Et puis, l'activité physique. Et c'est pas le sport dont je parle dans le livre, c'est vraiment marcher simplement, faire du vélo, marcher. Mais pour ça, encore faut-il que les trottoirs à Paris soient sécurisés pour les gens. Alors, quand vous êtes un adulte en bonne santé, il n'y a pas de souci, vous pouvez marcher avec des trottinettes, des vélos qui vous passent devant, passent derrière. Alors, on nous construit des pistes là, en ce moment pour les JO. Non, mais c'est bien. Et je pense qu'il faut vraiment sécuriser, il faut que les gens puissent marcher. Vous savez, quand on vient à votre radio, par exemple, il faut pouvoir descendre 2-3 stations, une station de métro avant, et puis marcher. C'est très, très, très bon pour la santé. Oui, c'est efficace très, très rapidement, parce que vous expliquez 4000, 4500 pas, immédiatement diminue le risque cardiovasculaire de 40%, ce qui est quand même très, très important. Il n'y a pas besoin de faire 15 000 pas ou des 10 000 pas du Japon. On en parlera là tout à l'heure pour les 10 000 pas. Je voudrais, professeur Flahault, vous nous expliquiez le paradoxe de Geoffroy Rose. Alors, Geoffroy Rose, c'est un épidémiologiste anglo-saxon, britannique, qui a proposé, qui a beaucoup réfléchi à la prévention, qui en fait s'est dit, quelque part, il faut arroser large, il faut arroser tout le monde. Il y a peut-être un exemple du paradoxe de Rose, qui est d'ailleurs, qui fonctionne bien, qui est de dire, pas d'alcool du tout pendant la grossesse, 0 alcool. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais c'est presque un test de grossesse. Quand vous recevez votre fille ou votre belle-fille à la maison et qu'elle est la seule à ne pas boire d'alcool à l'apéritif, vous vous dites, tiens, elle est enceinte. Oui, les gens... Vous avez besoin d'aller jusque-là, pas un verre d'alcool pendant la grossesse? En fait, bien sûr, un verre d'alcool pendant la grossesse ne va pas entraîner une fétopathie alcoolique, parce que sinon, vous comme moi, nous serions des générations de grands handicapés du fait de l'alcool de nos mamans, parce qu'en fait, tout le monde buvait un petit peu à l'époque. Et même, je dirais, le fameux livre de Laurence Pernaut, à un certain moment... disait il faut boire un verre par jour chez la femme enceinte. Alors aujourd'hui, on est revenu à 0 verre, et la raison essentielle, c'était pour entraîner la petite proportion de gens qui avaient vraiment un usage problématique avec l'alcool et qui devaient arrêter, et qui, par entraînement, puisqu'on a dit 0 alcool pour tout le monde, c'est presque vécu quand une personne enceinte aujourd'hui boit un verre d'alcool, c'est vécu comme quelque chose de dangereux pour son fœtus, choquant, et la femme se sent très culpabilisée. Et je dirais que finalement c'est pas mal, parce que grâce à ça, il y a eu beaucoup, beaucoup moins d'alcoolisme fœtal en France.
France ces dernières années. Ça a été un message qui a très très bien fonctionné. Donc le paradoxe de Rose, c'est de dire, voilà, il faut arroser tout le monde de la mesure de prévention, même si elle ne concerne qu'un petit... Cibler toute la population. Et puis un petit message pour la population à risque. Voilà, exactement. Et on s'aperçoit que pour un certain nombre de choses, c'est quand même pas tout à fait... c'est pas tout à fait efficace, c'est-à-dire que le paradoxe de Rose rencontre un peu quelques limites, c'est-à-dire que justement parfois quand on fait ça, ceux qui écoutent bien le message, c'est parfois les personnes qui en ont un peu le moins besoin, c'est-à-dire les personnes les plus éduquées, les plus instruites, les personnes de haut niveau de vie, alors que on laisse un petit peu sur la marge ceux qui sont les populations les plus vulnérables qui en ont le plus besoin. Donc maintenant, on est un peu en train de redresser, non pas de dire que Rose a tort, non, Rose a raison, mais il faut en plus cibler, avoir des stratégies ciblées, notamment pour les segments qui en ont le plus besoin. C'est A plus B, on va dire, ceinture et bretelles. Mais enfin, encore une fois, pas d'une façon excessive et pas d'une façon contre-productive. Et actuellement, quand on conseille, quand on accepte 10 verres de vin par semaine, c'est une recommandation santé ou on cède un petit peu au lobby ? Alors, il n'y a pas d'études qui montrent de façon claire que boire du vin, c'est bon pour la santé. À un moment, on l'a dit, un moment des médecins qui avaient des accointances viticoles... C'était une recommandation, c'était 3 verres de vin pour les messieurs, 2 verres de vin pour les dames par semaine. Bon, c'est pas totalement impossible que le vin ait des propriétés bénéfiques, nutritives, du fer, etc. C'est pas impossible que le vin ait des propriétés qui puissent être bénéfiques pour la santé. Je dis juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas un corpus très clair qui montre son intérêt, son intérêt médical. Il y a des peuples les peuples musulmans ne boivent pas, pour un grand nombre d'entre eux, ils ne s'en portent pas plus mal pour leur santé, y compris cardiovasculaire. Donc c'est plus compliqué que ça, et je pense qu'on ne peut pas vanter. Il ne faut pas aller dans l'excès inverse. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher des effets bénéfiques pour le vin. Ceux qui aiment le vin... On peut l'accepter, c'est toléré. Voilà. Et puis, il y a des usages non problématiques, récréatifs avec le vin, qui ne posent aucun problème pour la santé. Il ne faut pas dire non plus, à partir du premier vin, vous êtes à risque. Donc, je pense que le vin en consommation non problématique, qu'est-ce que c'est que la consommation non problématique ? C'est quand personne autour de vous, dans votre entourage, vous avez dit, toi, tu devrais t'arrêter, tu en bois un peu trop. Ça devient problématique. Je trouve aussi que quand on va prendre le volant, c'est bien de ne pas du tout boire. Parce que le vin aussi endort un petit peu. Donc, à un moment, sur les autoroutes, on servait du vin pour les repas. Non, on ne prend pas de vin quand on conduit. Ça, c'est plutôt des bonnes mesures. Elles sont un peu, peut-être extrêmes. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'on a bu un verre pendant un repas et qu'on prend le volant, on est un danger public. C'est pas cela. Mais tant qu'à faire, mettons toutes les chances de son côté pour limiter les accidents, surtout quand on a charge d'âme. Ça se comprend très très bien. En revanche, je trouve on n'a pas à perdre notre temps à vouloir s'opposer à ce que des gens boivent quelques verres, 1 verre, 2 verres par jour. Les Américains vont jusqu'à 4 verres par jour. 10 verres par semaine et pas tous les jours. Exactement. 2 pays qui sont des modèles pour vous, mais avec des modes de vie qui sont d'ailleurs à l'opposé l'un de l'autre. Alors, il y a le Japon et il y a la Suède. Oui, alors, quand je dis des modèles, c'est pas pour moi tellement, c'est parce que je propose, comme indicateur de la prévention, d'une politique publique en faveur de la prévention, je propose l'espérance de vie sans incapacité, en bonne santé. Ce que j'appelle l'espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans, c'est quand vous avez 65 ans, quel est le nombre d'années que vous allez vivre en bonne santé, encore en bonne santé ? Eh bien, les Japonais et les Suédois, les 2 pays que vous avez cités, sont très largement supérieurs aux Français. Ils vivent à 65 ans en bonne santé, plus de 7 à 10 ans de plus que les Français. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font donc, ces Japonais, pour vivre plus longtemps ? Est-ce que c'est génétique ou est-ce qu'ils ont des modes de vie, des comportements ou des politiques publiques qui favorisent une vie plus longue ? Et le Japon, on va me dire, ah oui, mais c'est loin, c'est long, c'est une autre culture. Alors c'est pour ça que les Suédois, je trouve que c'est aussi les Nordiques, ont aussi une espérance de vie en bonne santé qui est meilleure. Pourquoi je dis l'espérance de vie en bonne santé ? Parce que si vous arrivez à mener votre peuple, votre population à 65 ans, en bonne santé et qu'elle continue encore à vivre longtemps en bonne santé, c'est que dans les années qui ont précédé,
vous avez fait des efforts pour une bonne prévention. Bien sûr, ça veut dire que vous êtes un peuple riche, un peuple qui a un bon système de soins, mais tout ça, on le partage avec les Japonais. C'est pas l'espérance de vie. L'espérance de vie des Japonais, elle est à peu près la même que celle des Français et des Suédois. Et l'espérance de vie en Mais bonne c'est en bonne santé. santé. Ce qui est intéressant, c'est de vivre, non pas très très longtemps nécessairement, mais c'est de vivre toute sa vie le plus en bonne santé possible. Quel est l'élément déterminant chez les Japonais? C'est l'alimentation, c'est le fait qu'ils marchent beaucoup ou c'est les groupes d'entraide sociale? Alors, j'ai repris un peu tout ça, évidemment, Oui. bien sûr, ces grands facteurs principaux. Alors, l'alimentation, par exemple, peut-être c'est lié à la géographie du Japon. On ne peut pas faire facilement élever Ils des mangent plus vaches. de poissons que de vaches. Et oui, et on est sur une île, donc ils mangent plus de viande. poissons. Ouais. Nous, on mange un peu trop de viande en Europe. Tous les Européens mangent un peu trop de viande. Je ne suis pas en train de vouloir rendre les gens végétariens, à nouveau, vous me comprenez. Manger un bon steak ou une bonne entrecôte le week-end, pas de souci, mais en manger tous les jours, c'est un peu trop. Les Japonais en mangent beaucoup, beaucoup moins que nous. Donc ça, c'est vrai. Et pas mal de fruits et légumes, donc ça, c'est vrai. Et puis, au point de vue... alors, ce qui est intéressant, au point de vue alcool, ils boivent moins d'alcool que nous sur une année, donc il y a un peu moins d'alcool. Et puis alors, vous avez cité... Alors, l'activité physique, c'est intéressant parce que ils ont, en 1965, lancé le podomètre, dont le nom en japonais s'appelle Mankepai. C'est 10 000, Ça veut dire, c'est ça, ça veut enfin, dire 10 000, le compteur des 10 000 pas. Le nom, c'est le compteur des 10 000 pas. Et ça a été un peu comme nos 5 fruits et légumes en France. Ça a été un très bon marketing social parce que ça a marché. Les gens se sont mis à marcher. Et les Japonais... Décourageant pour les Occidentaux parce que 10 000 pas, là, c'est... Non, mais les Japonais non plus font pas 10 000 pas. Et comme je vous disais, à partir 10 000, c'est peut-être en effet un optimum, mais en réalité, à partir de 4 500 pas de plus que son activité quotidienne, les 4 500 pas que l'on peut faire, maintenant on a tous des podomètres sur nos smartphones, eh bien on est très largement bénéficiaire pour la santé. Et donc c'est vrai que faire un peu plus de pas, en tout cas c'est mieux, marcher un peu plus c'est mieux. Et vous l'avez parlé, les groupes d'entraide, alors les groupes d'entraide ça s'appelle les moai en japonais. Et le moai, le groupe d'entraide mutuel, c'est ces petits groupes, un japonais peut-être à 5-6 groupes d'entraide comme ça, c'est des anciens copains de fac, anciens copains du service militaire pour les plus vieux d'entre nous, anciens copains de boulot, des gens qui apprécient les mêmes choses que vous. Alors, ces groupes, ils ont des différents... Il y a ceux qui aiment bien les tableaux de Vermeer et qui vont aller voir ensemble les tableaux de Vermeer dans le monde et vont aller dans différents endroits. Il y a ceux qui aiment les étoiles filantes, ils vont sortir la nuit des étoiles filantes. Il y a ceux qui aiment, je ne sais pas quoi, le sport et qui vont ensemble partager et ces groupes d'entraide, ça fait un tissu social qui s'est montré d'ailleurs très efficace pendant la pandémie au Japon et qui permet de soutenir les personnes âgées longtemps. Voilà, ils ont un réseau social et on a vu, les Britanniques ont montré très clairement que l'isolement social, c'est dangereux pour les facultés cognitives. C'est très troublant, professeur Flavot, parce qu'en fait, vous expliquez également qu'il ne brille pas par le dépistage des cancers et la prévention en général. Donc, c'est d'autres mesures que celles qu'on utilise, nous. C'est pas la santé publique académique, on va dire. Ils sont pas très forts. La santé publique est pas très forte. Pour vous dire, les Japonais ont baissé de 50% leur consommation de cigarettes dans les 7 dernières années. Et c'est pas du tout la santé publique à qui on le doit, c'est à l'industrie du tabac qui est en train de changer ses cigarettes contre du tabac sans combustion. Voilà, alors on parlera de la Suède dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous avez expliqué que la prévention, c'est ni une école, ni un courant de pensée, ni une religion, c'est un ensemble. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait ni interdit, ni excès, ni injonction, ni menace. On y revient dans la deuxième partie. A tout de suite, vous voilà prévenu. Prévenez-moi, une meilleure santé à tout âge, paru chez Robert Laffont. Le professeur Antoine Flahault est avec nous. On se retrouve dans quelques courts instants. À tout de suite dans Réfois. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafale. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Deuxième partie de Réfoy, toujours avec le professeur Antoine Flao. Prévenez-moi, paru chez Robert Laffont. Est-ce qu'on peut montrer Vladimir ? Alors le livre, voilà pour nos auditeurs, spectateurs de YouTube, de radioj.fr et qui regardent l'émission en podcast. Est-ce que le rapport à la prévention a changé ? Est-ce qu'on a constaté ça ? Est-ce que les gens dans cette société du tout de suite pense un petit peu moins à cette médecine de la préservation de soi qu'on construit comme ça, de ce qui va se passer demain, après-demain, l'année prochaine. Est-ce que le rapport à la prévention s'est un peu modifié ? Ça concerne une petite partie de la population. On a eu du mal avec la vaccination. Cette année a eu lieu une expérience avec la vaccination des jeunes garçons dans les collèges et on peut considérer que c'est véritablement un échec. Alors, je pense que des sociologues et des anthropologues en particulier peuvent analyser ça de près et c'est pas simple. On a souvent des idées reçues sur le rapport de la population à la prévention. Par exemple, si vous vous souvenez, pour la pandémie, le gouvernement lui-même ne croyait pas à l'efficacité de sa campagne anti-vaccinale au tout début. Lorsque, vous savez, on est en 2020, décembre 2020, les vaccins apparaissent très tôt finalement sur le marché, c'est une surprise pour tout le monde et il va être disponible. Et on a peur des antivax, effectivement. On a tellement peur que les gens soient antivax qu'on se dit on va y aller doucement, etc. Alors que les gens, en fait, la demande est telle qu'il va y avoir au contraire un petit peu des embouteillages au portillon. Les gens vont vouloir être vaccinés et il va falloir attendre presque l'été pour que tout le monde puisse être vacciné. Donc je pense que la population française et européenne de façon générale a été très bien vaccinée contre le Covid. Bien sûr, il y a des antivax, mais qui représentent une toute petite proportion finalement Donc on est parfois, et notamment les politiques sont, et on peut le comprendre, ils sont à l'écoute et ont peur de ces mouvements très vocaux et souvent très minoritaires qui viennent nous expliquer que tel ou tel produit ou telle mesure est liberticide et dangereuse, etc. Donc non, les gens sont quand même, je crois, très attentifs à la prévention sur beaucoup de choses. Le Nutri-Score marche bien en France. Les gens regardent les étiquetages. Vous n'avez pas l'impression que c'est une minorité quand même? Alors, ce qui est vrai, si, il est vrai. Et par exemple, dans les années 80 à 2000, les Français avaient fait des campagnes anti-tabac qui étaient un peu intellectuelles. On expliquait les dangers du tabac, etc. Les emballages. Vous vous rappelez cette cigarette, on l'a montrée en hauteur, on montrait tous les toxiques qu'il y avait avec leur nom chimique, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les hommes cadres, donc le haut de l'échelle sociale, masculine, a profondément baissé sa consommation pendant cette période, passant de 30% à moins de 20%. Les objectifs de l'OMS étaient atteints. Mais en même temps, les femmes ouvrières, le bas de l'échelle sociale chez les femmes, c'était le contraire. Elles étaient à 15% de consommation de tabac et elles ont augmenté leur consommation. Donc ça n'a pas fonctionné chez tout le monde. Et du coup, la France, les Français, les autorités ont changé un peu leur dispositif. On introduit ce qu'on appelle les images chocs, plus populaires. Sur le packaging. Et le plain packaging aussi, c'est-à-dire les paquets neutres. Mais on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça marche quand même. Et ça marche notamment dans les segments moins éduqués, plus populaires. C'est des pratiques de marketing social qui ont vraiment prouvé leur efficacité. Et le HPV, je vous posais la question, la vaccination des garçons. Alors, oui, le HPV, disons que pour la vaccination, il y a évidemment des réticences, après des réticences vaccinales, et donc la vaccination chez les garçons, adolescents, on sait qu'elle n'est pas complètement immédiatement faite pour eux, les garçons, mais elle est altruiste. Et souvent, on est là sur des effets à long terme, précisément. En réalité, c'est pas si vrai, parce qu'on s'aperçoit que les cancers de la gorge sont aussi dus au HPV, donc c'est quand même bien d'être protégé, même pour un garçon. Mais bon, malgré tout, c'est vrai qu'il n'y a pas une compréhension immédiate de cette vaccination, et c'est un peu dommage parce qu'elle est très très efficace.
Vous parliez en première partie des différences culturelles, notamment avec le Japon, la Suède. Vous qui êtes citoyen français et qui résidez français et qui résidez en Suisse, pas très loin de l'OMS qui est en Suisse, est-ce que c'est facile d'édicter des grandes campagnes de prévention de manière mondiale? Ou est-ce que les pays sont trop différents les uns des autres? Nous sommes trop différents du Japon. On ne peut pas vivre ici en France comme au Japon par rapport à la cigarette, par rapport au sport, par rapport à l'alimentation. Est-ce qu'on peut prévoir des programmes de prévention un peu plus uniformisés au niveau mondial? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que non, vous avez raison, on ne peut pas transposer ce qui se passe d'un pays à un autre aussi facilement. Vous dites que c'est très très culturel. Oui, beaucoup de choses sont culturelles. D'ailleurs, c'est même pas la santé publique, c'est pas l'OMS qui dit aux Japonais de moins consommer de cigarettes en ce moment, puisque c'est plutôt l'industrie du tabac qui le fait. En Suède, ils utilisent des snus qui sont du tabac à chiquer, mais c'est complètement culturel. Qui est du tabac sans combustion, et ils ont beaucoup moins de cancer du poumon que nous. Incroyablement, c'est le pays, la Suède est le pays de l'OCDE qui a le moins de cancer du poumon et le moins de cancer ORL. Vous disiez en première partie que c'est la combustion qui est la plus dangereuse. Mais oui, plus c'est que pas la nicotine, nicotine, c'est la combustion. Mais malgré tout, alors nous... Qu'est-ce qui fait qu'on n'adopte pas, professeur Flavaux? Les snus, c'est culturel. On n'a pas envie de chiquer du tabac, on a envie ou de le fumer. Alors, le vapotage, ou ce tabac chauffé aussi, mais sans combustion, c'est des processus que j'ai pas envie de promouvoir chez celui qui ne fume pas. Mais chez celui qui fume, c'est quand même, il n'y a pas de combustion et c'est quand même beaucoup moins dangereux pour la santé. Donc c'est très proche quand même du tabac, et peut-être que en France, il y a pas mal de fumeurs qui se mettent à vapoter et qui en tirent les bénéfices. Vous dites que c'est pas certain que ça ouvre vers aller fumer du tabac, quoi. On n'est pas encore sûr. Non, ça s'appelle l'effet passerelle. Il y a des études contradictoires. Je crois que la semaine dernière a paru une étude qui expliquait que la cigarette électronique pouvait multiplier par 3, enfin tripler les addictions. Oui, en réalité, alors ce qui est certain, c'est que la nicotine est addictive, un peu comme la caféine, pour vous dire. Et d'ailleurs, c'est des produits très proches. C'est-à-dire qu'en fait, entre nicotine et caféine, il n'y a pas beaucoup de risques supplémentaires. Donc, ce n'est pas la nicotine qui est dangereuse, mais elle est addictive. Donc, les gens disent, oui, mais quand vous êtes addict à la vape, à la cigarette électronique, vous allez, si vous n'avez plus votre vapoteuse, vous allez vous tourner vers le tabac. Je crois que, franchement, d'abord, ce n'est pas du tout prouvé sur le plan scientifique. Il y a quelques études contradictoires qui n'ont été pas très bien faites. C'est-à-dire que c'est un peu les mêmes gens qui fument et qui vapotent. Donc, très vite, vous retrouvez les uns et les autres. On dit qu'il y a des jeunes qui se mettent à fumer après leur vapotage. Oui, mais il y a des jeunes qui se mettent à fumer aussi, sans vapotage du tout. Donc, il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, l'effet passerelle, qui dit que parce que vous vapotez, vous allez fumer, n'est pas du tout observé. C'est plutôt le contraire qui se fait. Regardez toutes les courbes aujourd'hui, y compris aux États-Unis, où il y a un engouement pour le vapotage des jeunes et une chute mais drastique de la cigarette chez les jeunes. Et c'est ça la bonne nouvelle. Vous dites, oui, c'est aucun produit qui tue plus que la cigarette dans le monde. C'est 8 millions de personnes décédées par an. Ah oui, l'OMS dit un fumeur sur 2 va mourir à cause de son tabac. Il n'y a pas de produit qui tue une personne sur 2 quand vous le consommez selon les préconisations du fabricant. Ça n'existe pas. Tout l'alcool, etc., c'est pas le cas. Ça ne tue pas une personne sur 2. Donc vraiment, le tabac est en effet un ennemi de santé publique numéro 1, et pouvoir dire aux gens qui ont une addiction à la nicotine, c'est reconnaître que voilà, l'addiction, ça existe, c'est comme ça, l'espèce humaine a des addictions, on a tous des addictions. Si vous avez une addiction à la nicotine, surtout allez plutôt vers les produits sans combustion. Ils ont parlé de 25 € le paquet de cigarettes là. D'ici une dizaine d'années. Oui. Ouais, alors on a montré en effet que quand on augmente très fort les taxes sur le tabac, ça dissuade notamment les gens qui ont des problèmes économiques, qui sont plus vulnérables sur le plan économique. C'est pas sympa, vous allez dire, mais ça les dissuade, et on sait que c'est efficace. Donc c'est vrai que l'OMS préconise l'augmentation des taxes sur le tabac. Ça, c'est un peu une mesure universelle, mais on l'a vu, par exemple, il y a eu des régimes en Afrique du Sud plus libéraux qui ont baissé les taxes. Immédiatement, la consommation est repartie à la hausse, et après, quand on a remis les taxes, la consommation est repartie à la baisse. Donc c'est très mécanique. Les taxes ont une influence très claire sur la consommation de tabac. Je préfère promouvoir
la cigarette électronique ou le tabac sans combustion ou le tabac à chiquer. Je pense que c'est plus sympa. Alors, vous insistez là sur le tabac. Ce qui est intéressant en Suède, c'est la vente de l'alcool, la déprivatisation de la vente d'alcool. Ça, voilà, à mon avis, c'est typiquement non transposable. Non transposable. Les Suédois, c'est dans les années 50, ont décidé de... Vous savez, en Suède, l'hiver est long, la nuit est un peu déprimante, et en fait, les gens buvaient beaucoup. Et donc, ils ont décidé, collectivement, c'est une démocratie, la Suède, de déprivatiser toute vente d'alcool. Vous ne pouvez pas aller en Suède au supermarché acheter de l'alcool. Vous êtes obligé d'aller dans un magasin d'État ouvert, qui n'a pas le droit de faire de promotion, où les vendeurs ne sont pas intéressés aux ventes, où il n'y a pas 3 bouteilles pour le prix de 2, etc. Et ouvert aux heures de magasins d'État. À cause de ça, ils ont fait des calculs, parce que très souvent, c'est une démocratie, donc des gens contestent. Et on a dit, si on remet l'alcool dans les supermarchés, ça va augmenter de 30% la consommation d'alcool en Suède. Et c'est pareil au Québec, je crois. Bon, on a plein de questions à vous poser, en tout cas, mais on va passer à la chronique du docteur Vladimir Mitz, qui va nous raconter, nous amener dans l'univers du bloc opératoire. La prévention en chirurgie. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour Vladimir. Bonjour, messieurs les prévenus. Et la prévention en chirurgie, elle est importante également, vous nous en parlez aujourd'hui. Et oui, par exemple, bien des choses ont changé dans un bloc opératoire. C'est quasiment devenu comme si un avion allait décoller. On amène ce patient en salle d'opération et a lieu à ce moment-là une checklist qui est obligatoire, qui est effectuée en général par l'infirmière penseuse, c'est l'infirmière qui est en salle d'opération, et qui a donc une très longue liste de questions à poser concernant, bien sûr, le nom du patient, d'où il vient, sa pathologie, qui va l'opérer, le côté à opérer. Et donc toutes ces questions sont destinées à vérifier qu'on ne s'est pas trompé de patient. Et puis aussi de voir que l'état actuel du patient est satisfaisant avant qu'il ne soit endormi. Mais, il y a toujours un mais. Le problème, c'est le chirurgien. Combien de chirurgiens disent « Prévenez-moi quand le patient dort, j'arrive ». Et ça, personnellement, je trouve que c'est une grande erreur. Parce que le seul personnage qui est capable de vraiment voir quel est le doigt à opérer, quel est le côté à opérer, qui est cette personne, et puis surtout la rassurer avant qu'elle dorme, c'est le chirurgien. Et donc je me suis fait une force mentale depuis tout mon exercice d'être toujours présent quand le patient vient en salle d'opération. Au moment de l'endormissement ou juste avant de faire des photographies, de discuter avec lui, de le rassurer un tout petit peu, de m'assurer qu'il a été bien informé de ce que j'allais faire, et puis de dessiner surtout quel doigt, quel côté, au niveau du visage, quel problème, où est le petit bouton, où est la petite lésion qu'il doit enlever. Et si on ne fait pas ça... Et pourquoi il ne le faisait pas? C'était par un manque de temps? Non, c'était pas un manque de temps, c'était parce que pour un chirurgien, c'est agréable d'arriver, de prendre le bistouri, de couper, de dire j'ai fini, recouser et de partir. Et puis de passer dans une autre salle pour faire une autre opération. Et donc, personnellement, je trouve que cette prévention de l'erreur médicale en salle d'opération, elle est fondamentale. Tout ce qui a été fait, la checklist, la vérification par l'anesthésiste, tout ça, c'est fondamental. Mais finalement, il faut que le chirurgien soit là. C'est quand même lui qui est le responsable et c'est le garant, c'est le pilote de l'avion. Et c'est à lui de vérifier que tout est bien en ligne pour pouvoir faire une opération. Il faut qu'il soit là avant, il faut qu'il soit là après, au réveil. Alors non, au réveil, c'est un petit peu moins important. Parce que le réveil, quand l'avion a atterri, si j'ose dire, ceux qui s'en occupent, c'est des techniciens. Donc quand la patiente se réveille, ça prend un certain temps. Donc on met le patient ou la patiente dans une salle de réveil. Et là, il y a des anesthésistes, il y a des aides anesthésistes, des infirmiers qui s'en occupent. Mais quand le patient recommence à devenir conscient, qu'il commence à retrouver en quelque sorte ses esprits, je pense que c'est très important pour nous de passer, de lui dire « ça y est, ça s'est bien passé ». Et là, on voit qu'il sourit alors qu'il sort de son sommeil. Alors, c'est pas toujours possible, malheureusement, parce qu'il y a des réveils qui sont longs, mais moi, dans ces cas-là, je passe un petit coup de fil l'après-midi au patient pour lui annoncer comment ça s'est passé et que tout va bien. L'information préopératoire, donc pour vous, elle est essentielle. Est-ce qu'elle n'est pas pratiquée par l'ensemble des chirurgiens? Non, pas par l'ensemble des chirurgiens, mais là aussi, il y a quelque chose qui a beaucoup changé depuis les lois Kouchner. C'est-à-dire qu'avant une intervention, maintenant, le patient va recevoir 3 informations différentes. La première information qu'il reçoit, c'est la nature de son opération. C'est-à-dire qu'on lui donne
un papier sur lequel sont expliqués le type d'opération qu'il va avoir, ses conséquences et ses complications. Ce document est en général fourni par la société savante à laquelle nous appartenons tous. Moi, je suis chirurgien plasticien, donc les chirurgiens plastiques délivrent à leurs patients une série de fiches qui ont été faites par des amis professionnels depuis une quinzaine d'années. Et malheureusement, sur ces fiches, c'est une règle générale des opérations. Mais chaque chirurgien a ses petits trucs, ses petites habitudes. Donc, elle n'est pas aussi précise que cela. La deuxième fiche qui lui est fournie, et qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le devis. Le devis, c'est ce qui fait réfléchir les patients. C'est un élément sur lequel sont mentionnés tous les postes financiers concernant chaque sous-opération qui va être faite. Je m'explique. Je vais me faire opérer d'un lifting du visage. Mais en même temps, le chirurgien a prévu de faire les opérations des paupières, regonfler un petit peu les joues qui s'étaient dégonflées et faire un geste peut-être d'injection au niveau des sillons nasogéniens. Donc chacun de ces éléments s'intègre dans une opération de rajeunissement, mais ce n'est qu'une partie. Et tout ça doit être signalé parce que si la patiente dit après l'opération « il m'a fait quelque chose dont je n'avais pas été averti », le patient a raison, quelle que soit la bonne foi du chirurgien, et le chirurgien sera condamné. Condamné pas à aller en prison, mais condamné à rembourser, à payer. Bref, le patient a donc, en France, le plus souvent toujours raison. Et il y a un troisième élément qu'on appelle le consentement mutuel. Alors le consentement mutuel, c'est ça qui est typique de la loi Kouchner, c'est-à-dire que le chirurgien s'engage à faire le maximum de précautions pour faire son opération, et le patient accepte les ensembles des aléas qui peuvent arriver si le chirurgien n'a pas fait de faute chirurgicale. C'est donc une sorte de contrat qui est fait. Alors ça fait beaucoup de papiers, beaucoup de signatures. Il y a des patients qui ne lisent pas, il y a des patients qui signent au dernier moment. Mais si les documents ne sont pas signés avant l'opération, on peut dire que le contrat est nul et en cas de problème, le chirurgien sera fautif. On vit assez dangereusement quand on est chirurgien maintenant. Professeur Flao, est-ce qu'il y a une phobie administrative du patient comme du patient quand il doit prévenir un peu sa vie, son rapport à sa vie et aux possibles maladies? Est-ce que parfois il y a des couches sociologiques qu'on n'arrive pas à atteindre en termes de prévention pour lesquelles ça ne marche pas? Alors, en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans ce que vient de nous dire Vladimir, c'est la comparaison avec l'avion. On a l'impression qu'on arrive dans un avion. Parce qu'en fait, en réalité, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire que les anesthésistes et les chirurgiens se sont inspirés des modèles de prévention des risques et des accidents de l'aéronautique et qui ont fait des progrès formidables. Il y a beaucoup, beaucoup moins de risques aujourd'hui de mourir dans un avion. C'est probablement l'un des transports les plus sûrs. 750 morts par an. Ouais. En avion. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, en Sur fait, 3 milliards de voyageurs. Et de kilomètres incroyables. Donc, on peut dire que prendre des modèles qui ne sont pas transposables, bien entendu, on n'a pas de ceinture de sécurité quand on est sur le billard, mais malgré tout, prendre ces idées que l'on a pu et essayer de les transposer dans des secteurs à très haut risque, que sont le bloc opératoire, oui, je pense que c'est vraiment des très bonnes idées parce que ça a également entraîné une baisse spectaculaire des risques, des complications potentielles. On prévient le patient. Alors, je ne sais pas s'il a une phobie, on n'aime pas faire face aux risques potentiels. Parce qu'on se dit, moi, je m'en fiche qu'on me dise que c'est une faible probabilité. Si ça m'arrive, moi, c'est 100%. Quoi. Donc, le côté, on a un rapport à la probabilité qui est difficile. Vous savez, il y a des je ne sais pas comment vous faites, vous, à Radio J, mais il y a des radios qui vous donnent la probabilité, notamment dans les pays anglo-saxons, la probabilité qu'il va pleuvoir. Qu'est-ce que vous faites de ça quand on vous dit 30% de risque de pluie aujourd'hui? Vous prenez votre parapluie, pas votre parapluie, c'est pas simple. On n'a pas un rapport aux probabilités qui est si simple. Alors, on a parlé de la sociologie, on a parlé de la culture, parlons un peu du genre. Vous dites dans votre ouvrage, Prévenez-moi, une meilleure santé à tout âge, les messieurs sont moins portés sur la prévention que les dames. Oui, alors c'est un peu caricatural ce que je dis, sans doute, mais si vous regardez bien... Vous dites qu'elles fréquentent les gynécologues plus tôt dans leur vie. Dans toutes les cultures, finalement, ou presque, la petite fille, toute petite, elle est élevée dans l'aversion avec le risque, vis-à-vis du risque. Oui. On dit, on la protège, on apprend à protéger ses petits frères, ses petites sœurs, elle protège, alors que le petit gars,
on a plutôt tendance à vouloir qu'il En soit un faire, peu bagarreur, à qu'il soit un mec, quoi. Le côté, donc, et ça va pour tout le reste. On offre des épées à ces petits garçons, mais plutôt des petites poupées. Les jeux, c'est plutôt du judo pour le garçon, de la danse classique ou du piano pour la fille. Donc, vous voyez, c'est On les caricatural, prépare, ouais. c'est pas vrai pour tout le monde, ça change un petit peu, mais malgré tout, on peut comprendre que finalement, la femme soit quelque part, depuis sa tendre enfance, formée à une aversion vis-à-vis du risque et donc soit plus encline à prendre la prévention. Et c'est à elle que vous confiez souvent le carnet de santé des enfants, parfois c'est elle qui s'occupe de la pharmacie, qui va à la pharmacie même acheter les médicaments du mari, qui lui rappelle qu'il faut faire son dépistage, etc. Et vous parlez du dépistage. Pourtant, la prévention étant tellement importante, on a quand même rabaissé grandement les rendez-vous pour aller se faire dépister pour les cancers. Je sais que la coloscopie, c'était 50 ans. Maintenant, ça a été ramené souvent dès l'âge de 40, 45 ans. Et pareil pour le cancer du sein. Alors pour le cancer du côlon, c'est un bon exemple parce que c'est un peu le mal-aimé des dépistages. En fait, maintenant, il y a un corpus scientifique qui s'est vraiment solidifié, qui montre dans toutes les cultures, dans tous les pays, que voilà, dépister précocement un cancer du côlon, ça peut vraiment, encore une fois, c'est pas tellement que ça va vous prolonger la vie très longtemps, mais c'est surtout en bonne santé, pas avec une poche sur l'abdomen, parce que vous allez avoir une chirurgie très, très lourde et qui ne pourra plus être totalement... Je disais 40 ans, c'est peut-être un peu tôt, 45 ans? Non, alors oui, c'est à partir de 45 ans qu'on propose, mais c'est pas la coloscopie nécessairement. On peut faire une coloscopie tous les 10 ans, mais on peut aussi avoir maintenant ce qu'on appelle les fit tests, qu'on appelait autrefois les hémocultes, qui sont des tests très simples à faire, que le laboratoire vous rend, et vous faites ça tous les 2 ans en France. Aux États-Unis, on dit tous les ans, mais peu importe, régulièrement, et ça vous permet de dépister un éventuel saignement occulte, et qui peut être une indication de prendre un cancer à un stade tellement précoce que l'intervention sera rien du tout, sans aucun dommage pour votre qualité de vie ultérieure. Il y a 2 cas que vous développez dans votre livre. C'est l'ablation du sein sur des tests génétiques. Quelques histoires dans l'actualité. Et à l'inverse, le cancer de la prostate, sur lequel on s'est beaucoup acharné, où on a fait beaucoup d'examens et beaucoup de surdiagnostics. Oui, alors pour prendre le cancer de la prostate, où il y a en effet une discussion entre 2 frères dans mon livre, dans une des familles, et j'essaye ensuite de reprendre la main avec ma casquette de prof et de dire il n'y a pas un engouement général. Il faut baser la prévention sur de la science solide. Aujourd'hui, il n'y a pas de science solide vis-à-vis du dépistage du cancer de la prostate. Eh bien, il faut le dire. Non, les PSA, qui sont l'antigène prostatique qu'on peut doser dans le sang, c'est très facile. Je trouve que ce n'est pas normal de le faire à l'insu du patient sans lui expliquer tous les problèmes qu'il y a si jamais c'est positif. Parce qu'en fait, si vous avez une grosse prostate, même si elle n'est pas cancéreuse, les PSA peuvent être élevés sans que ce soit une indication de cancer. Et toute la cascade d'examens complémentaires, éventuellement de traitements, un peu par excès, on appelle ça le surtraitement, vont faire que peut-être vous allez avoir une qualité de vie qui va être obérée, alors que finalement, vous auriez très bien vécu sans ce dépistage. Donc parfois, moi, je suis contre le dépistage quand il n'a pas prouvé vraiment qu'il réduisait la mortalité, qu'il améliorait la qualité de vie des patients. Et pour ça, je dirais, le cancer de la prostate, aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment le dépister précocement. Et la positivité des tests BRAC pour le sein ou l'ovaire? Alors, pour le sein, c'est très différent. Là, il y a il y a toujours des débats scientifiques, bien sûr, mais il y a quand même un grand consensus qui dit qu'à partir de la ménopause, une fois que le sein a perdu un peu cette hétérogénéité préménopausique. Avant la ménopause, il ne faut pas faire de dépistage systématique, sauf dans les cas très rares que vous indiquez, c'est moins de 1% des femmes en France qui ont un test génétique, c'est-à-dire une histoire familiale en fait, de cancer jeune du sein. Là, c'est très particulier, il faut les confier au médecin qui sait très bien comment surveiller ces femmes-là. Mais pour 99% des femmes, il faut faire des dépistages qu'à partir de la ménopause. Et à ce moment-là, oui, la mammographie, faite tous les 2 ans, peut permettre de dépister précocement un cancer qui démarre et d'avoir un traitement le plus simple possible qui permet de
vraiment sauvegarder une très bonne qualité de vie pendant de longues années encore. Donc je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Le dépistage, il est très clairement... Vous pensez qu'il faut l'allonger, puisque là, actuellement, c'est 50, 74 ans, et on découvre des cancers du sein plus tard. Oui, ça c'est une bonne question aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu négligé le fait que la population vieillit et qu'après 75 ans, on est encore à risque. Moi, je suis assez favorable, en effet, à continuer le dépistage plus longtemps. Le temps filant de plus en plus vite, je trouve. Le temps passe de plus en plus vite. Je voudrais juste un mot sur les adolescents. On a parlé des hommes, des femmes, des pays. Un mot sur les adolescents. Vous leur dites qu'il faut leur rendre la qualité microbiologique de l'extérieur. Faut qu'ils arrêtent de rester à l'intérieur. Faut qu'ils aillent se balader un peu. Voilà, c'est comme ça que le Covid avait un peu démarré dans des endroits fermés. Il nous reste vraiment 10 secondes. Oui, alors c'est un peu comme dans les blocs opératoires. Ouais. Il faut que ce soit bien ventilé. Voilà. Alors c'est bien ventiler les classes, notamment parce que toutes les maladies à transmission respiratoire, il y a la grippe aussi, comme ça, il y a la tuberculose même, mais la rougeole et la varicelle également. Tout ça, on peut le prévenir, le Covid, si on est dans des endroits très bien ventilés. Voilà, comme ça on aura parlé un peu de toutes les populations. Merci professeur Flao d'être venu aujourd'hui sur Radio J. Prévenez-moi, une meilleure santé à tout âge, aux éditions Robert Laffont. Merci Vladimir, merci à nos deux Serge Rafal, notre docteur préféré sur Radio J, et notre Serge Surpin national, voilà, du côté de la réalisation. À la semaine prochaine pour un prochain numéro de Réfois. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafal.